Ok, bonjour. Donc, aujourd'hui, l'idée, c'est de parler un peu de C++, un peu de compilation, pas vraiment, et surtout de bêtises qu'on peut faire avec un langage. En fait, ça vient du principe assez simple. Dans votre vie de programmeur C++, vous êtes passé par 3 stades. Le premier stade, ça a été un stade qui a été assez difficile. C'est le moment de votre première approche avec le compilateur C++ et où globalement, vous arrivez, vous écrivez un bout de code, le compilateur vous viole avec une centaine d'erreurs et ça se passe pas bien. Voilà. Au bout d'un moment, au fur et à mesure, en persévérant, on arrive à un deuxième stade où le viol c'est plus vraiment un viol, on est dans un état où globalement on a un consentement mutuel à peu près. Cette étape-là est appelée merde. Je vais y arriver. Cette étape-là, hein, c'est le... bref, on va dire que... Ouais, tant pis. Ok. Et après, il y a une dernière étape. C'est le moment où on va commencer à essayer de se venger. Et quand le compilateur va nous dire non, on va essayer de le forcer justement et de renverser la balance, globalement par vengeance par rapport à ce qui s'est passé dans les stades précédents, et donc essayer de le violer à notre tour. Donc là, on va essayer de faire ça un petit peu. Voilà. Ok. Donc... c'est pas parce que, effectivement, hein, c'est pas parce que le compilateur veut pas qu'on pourrait pas faire un programme qui marcherait quand même avec ce qu'on est en train de lui demander. Donc allons-y. Donc, je vous préviens, on va avoir besoin de faire quelques sacrifices, parce que là on va faire des choses qui sont globalement sales. Donc la portabilité dehors, les bonnes pratiques aussi. Et puis, ouais, on risque de perdre un petit peu d'innocence à voir ce genre de choses. On va regarder un petit peu en dessous et ça risque de faire mal. Allez, un dernier warning, après on y va. S'il vous plaît, n'utilisez jamais ça dans du code de production. Alors, on va commencer par tranquille, on va parler de lambda function. Lambda function, vous savez ce que c'est les fonctions anonymes, on peut les passer et tout, c'est cool, on peut appeler un truc et capturer des scopes. C'est sympa. Moi, j'ai un problème qui est simple. J'ai une fonction C qui prend un pointeur sur fonction en paramètres. J'aimerais bien pouvoir lui passer une lambda, ce serait cool. Comme ça, en plus, je pourrais avoir un résultat, le capturer, pour être marrant. Bon, donc on essaye. Premier truc, on lui passe une lambda qui n'a justement pas de capture. Ça marche très bien, puisque le compilateur, il a vu qu'il n'y avait pas de capture, il nous a fait un pointeur sur fonction, il nous l'a filé. Deuxième version, on fait une capture d'une variable, et là, patatras. Ça marche pas, qu'est-ce qu'il nous raconte? Ouais, machin, ta lambda, on peut pas la convertir en veuille d'étoile. Bon, enfin en veuille d'étoile, en pointeur sur fonction. Dommage. Pourquoi? Bêtement, une lambda function, quand elle a une capture qui est faite, au final, ce qui est fait, c'est que c'est un objet avec une capture des paramètres, et ensuite on va avoir une surcharge de l'opérateur parenthèse pour pouvoir appliquer la fonction. Donc si on veut la passer sur un pointeur sur fonction, ça ne marchera jamais. Bon, ok. Comment est-ce qu'on peut faire? Parce qu'on peut quand même le faire. Alors déjà, il y a une première méthode, hein, simple. J'arrive, je crée une fonction. Donc là, la fonction que j'ai appelée callback, qui va bêtement appeler un pointeur sur fonction, enfin une std function que j'ai sauvée. Je fais ma capture, je renvoie mon callback et ça va bien se passer. Ok, donc là, effectivement, ça marche. Mais là, je vais être obligé de réécrire. Là, j'ai sauvé une globale. Et cette globale-là, je vais devoir, pour chacun des endroits où je veux faire une capture, enfin, où je veux appeler un pointeur sur fonction, je vais être emmerdé, il va falloir que je le refasse à chaque fois. C'est dommage. Bon. Comment est-ce qu'on peut faire? La bonne solution, hein, c'est ce qu'on a, par exemple, dans les langages comme Camel, c'est pouvoir faire de l'application partielle. Donc j'arrive, j'ai une première fonction qui prend x et y, qui fait l'addition. Je peux en créer une deuxième qui prend déjà un premier paramètre et je me retrouve avec une fonction qui prend plus qu'un seul paramètre. Et ensuite, je peux l'appeler bêtement. Ce serait bien si on pouvait avoir ça. En C++, eh ben, c'est parti. Comment est-ce qu'on peut faire ça sans s'embêter? Ça, c'est la version simple. L'autre, elle a trop de templates pour moi. Donc, et puis, ça ne marchera pas. Donc, qu'est-ce qu'on fait bêtement? Au final, la seule chose qu'il faut qu'on fasse, c'est qu'on a un petit bout de code qui est notre paramètre. Notre paramètre étant l'objet pointeur sur fonction, enfin l'objet lambda function, et ensuite qu'on appelle la méthode l'opérateur parenthèse parenthèse dessus. Bah c'est parti. On va arriver, move RDI,
on réserve un certain nombre de zéros, move R11 avec un certain nombre de zéros pour mettre la valeur, et jump étoile R11, comme ça on va pouvoir aller dedans. Ça aurait peut-être mérité un petit bout de... Bon, bref. On map une zone, on copie notre truc dedans, on patch avec nos arguments, on réenlève l'écriture parce que quand même on est propre, et puis on renvoie ce joli petite chose. Et là, on est content, on balance ça dans notre fonction de capture, et là ça marche. Voilà. Comme ça c'est bon. Maintenant, on peut appeler lambda. Très bien. Je vais faire une petite interlude sur qu'est-ce que c'est qu'une section dans un elf, parce que pas toujours connu. Une section, au final, dans un elf, vous en avez vu pas mal, c'est quoi? C'est simplement une espèce de zone que le compilateur va garder et nommer, qu'il va mettre dans des fichiers pour pouvoir le trier après pour la fin de l'exécution. Bon, elles ont des noms, c'est là où on met les datas, c'est là où on met le code. On va s'en foutre un peu de tout ça. Hein. Nous, la seule chose qui nous intéresse, c'est le fait qu'on arrive et qu'on ait des petits bouts. Je vais donner un exemple. On a des petits bouts, chacun dans nos points hauts, donc qui ont un nom effectivement. Et puis à la fin, quand on va refaire le link, on va les remettre tous bout à bout. Donc là, par exemple, mon petit bout custom, il va être mis à bout de tous les bouts custom qui traînent, etc. Le truc qui va être cool avec ça, c'est que si j'arrive et par exemple je crée une section, et dans cette section je mets un entier. Ensuite j'en crée une autre qui a le même nom, je mets juste un entier, pareil, etc. Au final ils vont tous être remis bout à bout, et si j'arrive à avoir le début et la fin de la section, bah, j'ai un tableau. Et je vais pouvoir avoir des datas et pouvoir stocker des datas comme ça. Ok, très bien. Donc avec ça, on va faire un truc très bête. C'est qu'on va essayer d'enregistrer des choses qui vont être qu'on va pouvoir appeler plus tard, sans avoir nécessairement l'objet sous la main ou quoi que ce soit. On les enregistre pour plus tard et on va s'en servir. Très bien. Donc, on a un aspect qui est assez rigolo dans notre compilateur, enfin dans notre linker surtout, c'est que quand une section a un nom, quand on a une section qui a un nom qui est compatible avec un identifiant C, en fait, elle va être automatiquement, on va avoir deux symboles qui vont être créés, à savoir start le nom de ma section, stop le nom de ma section. Ça c'est bon, j'ai les adresses, je vais pouvoir savoir où est le début, où est la fin. Et donc là, par exemple, l'idée c'est d'arriver et d'avoir un truc, enfin une série de pointeurs sur fonction qui vont être, bon là, constructeurs, et ensuite je vais pouvoir arriver, parcourir ce tableau et les appeler tous, les uns à la suite des autres. Donc ça me permet d'arriver et de faire des choses comme ça. Donc là j'ai une fonction, une autre fonction qui font des choses passionnantes, et je vais avoir deux appels, là je vais pouvoir les enregistrer comme ça, en scope global, comme si de rien n'était, à la limite dans plusieurs points hauts différents, et ensuite avoir une fonction qui va justement effectivement tout appeler. Ok. Bon. Attends, on va faire un autre truc plus rigolo. Alors, mon problème c'est quoi? Le problème c'est assez simple. Quand on fait de l'OpenGL, ça arrive, j'ai une fonction qui existe, là en l'occurrence qui est notre horrible chose qui est là-haut, donc GL texture parameter IRB, ok, qui prend un certain nombre de paramètres et fait des trucs. C'est super cool, quand je l'ai je suis content, elle marche bien, elle est sympa. On s'en fout un peu de ce qu'elle fait. Ouais. Voilà. Le seul truc c'est qu'elle n'est pas toujours disponible. Quand elle n'est pas disponible, par contre, je sais que je peux la réimplémenter avec d'autres fonctions, Donc là, je vais avoir donc deux versions, ou la version fournie par la libgl, ou, enfin par mon driver, ou la version de fallback que j'ai réécrite, qui est beaucoup plus lente, globalement. Voilà. Moi, mon but du jeu, c'est de pouvoir appeler la bonne version, mais cette version-là, laquelle appeler, je la connaîtrai pas, tant que j'aurai pas démarré mon programme, et tant que j'aurai pas regardé si effectivement la fonction est disponible ou pas. Comment est-ce qu'on fait? De base, bêtement, hein, on arrive, on a un pointeur sur fonction. Si j'ai le support, eh ben, je le mets dans le pointeur sur fonction. Enfin, je mets la bonne, sinon je mets mon fallback. Ok. C'est dommage. Si on fait ça, c'est des fonctions qui vont être appelées assez souvent, etc. Je vais systématiquement, pour chacun de mes calls, me prendre un deref en plus pour mon pointeur sur fonction. Est-ce qu'on ne pourrait pas essayer d'enlever ce truc-là? Alors, là je vais reprendre un exemple, donc c'est à peu près la même chose hein, au final. Hein. Je vais reprendre un exemple, j'ai deux features,
Donc si j'ai une fonction, si c'est la feature A, elle fait, bon, bah là elle affiche son nom. Hein. Si c'est feature B, on affiche notre nom aussi. Très bien. Maintenant, au final, moi ce que je veux faire, c'est quoi? C'est, je fais mon call, par exemple mon call correct, et je note, si je note l'endroit où est stocké mon call, je vais pouvoir me dire, ah, je note l'endroit, dans une section à côté par exemple, et après, plus tard, ce que je vais faire, c'est que je vais regarder si j'ai ma version ou pas, et à ce moment-là, je vais aller repatcher le code avec la bonne version, et comme ça, j'ai un call, et c'est bon, ça coûte rien. Ça pourrait marcher comme ça. Ok, donc qu'est-ce qu'on stocke? L'endroit où est fait le call, l'endroit où j'ai stocké mon call de remplacement, et la valeur sur laquelle on veut. La taille, il paraît que c'est pratique pour savoir quand finit l'instruction. Voilà. Donc, qu'est-ce qu'on se retrouve à faire? Les sections qu'on avait tout à l'heure, on les a là. Ça va être dur, hein, le code il est étalé sur 5 slides parce que bah, ça ne tient pas sur un slide, quoi. Donc, mes endroits qui ont été stockés dans un coin sur comment, avec les informations pour pouvoir patcher. On fait notre patch, qui au final est juste la même copie après avoir rendu notre zone mappable, enfin écrivable. OK. Notre appel, bah, à la place d'appeler simplement la fonction A, on va appeler un truc qui va nous permettre de mettre l'emplacement, stocker les trucs, stocker les infos qui nous intéressent. Voilà. Hop. Et là maintenant, donc effectivement, comment est-ce qu'on signale la zone de patch et les informations qui nous intéressent pour patcher. Bon, donc nous ce qu'on veut faire au final, c'est un call, donc move dans un registre et call ce registre. Ça, c'est notre code de base. Ensuite, de l'autre côté, qu'est-ce qu'on veut faire? Qu'est-ce qu'on veut patcher? En fait, on ne veut pas patcher le call parce que ça fait chier pour plein de mauvaises raisons. Un call, c'est en relatif dans l'encodage. L'adresse où pointer, elle est en relative. Et aller recalculer la bonne adresse, etc. Parce que quand je vais arriver et réécrire un call en dessous, il va falloir que je me décale et que je prenne pas l'adresse du call vraiment, mais celle qui va être repatchée au bon endroit. Si jamais, c'est chiant. Donc autant on move dans un registre, comme ça je peux faire un call absolu et ce sera plus simple. Donc on déplace dans notre registre la première fois. L'autre, on va patcher donc celui-là avec celui qu'on a stocké donc, dans une autre section ailleurs. Notre dernière section qui là est en fait notre structure qu'on avait tout à l'heure. On stocke 1B, donc l'adresse de début, 3B, l'adresse du truc à patcher. Ici, c'est notre taille. Non, c'est pas notre taille. Ici, c'est notre prédicat. C2, c'est celui-là. C'est le fait que, est-ce qu'on a la feature ou pas. Et en dernier, justement, la taille. Donc l'un moins l'autre. Enfin, l'un moins l'autre. Et comme ça, on sait où on est. Et là, c'est bon, ça marche. On arrive à tout patcher. C'est rigolo. Celui-là, oui, non, ça, on s'en fout. Hop. Maintenant, un autre truc. Et un dernier truc, je pense. C'est ça? Ouais, c'est ça. Dernière chose. Pour une raison X ou Y, j'aimerais pouvoir écrire ce genre de bêtises. Donc à savoir, mettre une string en paramètre template. On essaye? Non. Donc pouet n'est pas un argument de template valide pour le type const-charrétoire parce que les strings littérales ne peuvent jamais être utilisées dans ce contexte. Jamais, j'aime pas du tout quand on me dit ça, moi. On va essayer. Bon, effectivement, je peux pas passer, ok. Par contre, ce que je peux passer, qui est assez bête, c'est que si j'ai un template variadique, je vais pouvoir stocker un certain nombre de chars. Stocker un paquet de chars ou une chaîne de caractères, finalement, on va peut-être pouvoir retomber sur nos pattes. Bon. Donc si j'écris une aberration de ce genre-là, je l'ai ma string de stocker au fur et à mesure. Je vais stocker P, je vais stocker O, U, E, T, etc. C'est cool, ça marche. Voilà. Donc avec ça, on peut faire ça. Bon là, c'est un peu inutilisable, donc on va essayer de rendre ça un peu plus joli. Donc, petite remarque, est-ce que vous savez que $, ça peut être utilisé dans un nom de variable? C'est rigolo, on va faire du JavaScript, ça va être marrant. Regardez. Donc, $, effectivement, ça marche, c'est cool. Très bien. Bon. Pardon, je suis désolé. Donc, on va faire notre truc. Très bien. Nous, au final, qu'est-ce qu'on veut? C'est arriver et expandre une string en la série d'appels avec les déréférencements sur tous les éléments.
Les macros, on peut pas vraiment faire des choses très stables, enfin pas très stables. On peut pas générer vraiment de code, hein. Donc on va tricher un peu, on va dire mes chaînes de caractères, elles sont pas trop grosses. Donc on va dire 10. Et pour chacun des caractères, on va aller récupérer justement le nème caractère. Donc là, il y a tout un jeu qui est fait là-dessus, c'est pour que qu'on ait des chaînes qui fassent, si j'ai 4 caractères, le reste il est rempli avec des zéros. Et donc on va avoir des chaînes de taille fixe, etc. Donc on met tout ça dans une jolie macro, là, bah, $, hein, c'est rigolo. Et voilà, et donc là, globalement, bon, on peut passer un truc une string en paramètre template. Bon, on a bien triché, mais on peut. Voilà. Est-ce que vous avez des questions? Ok, trop tôt. Ouais, alors la partie juste avant, je sais pas si on m'entend, la partie juste avant sur, je sais plus en fait, je me rappelle plus. Tu sais plus. Je vais m'en rappeler, encore un peu, ah là ça. Ça là, ouais. Est-ce qu'on peut pas le faire avec des iFunk? Je sais pas si... Parce que t'as un attribut justement GCC qui marche sur Elf seulement je crois. Ouais. Et qui devrait permettre de faire ça. Genre on a une fonction à part avec ton prédicat et qui permettrait de deviner, enfin au load time, de pouvoir changer ton... Ouais, mais il y a un call pltgot pour ça. C'est un call à lib dynamique. Mais ouais, effectivement. On pourrait le faire comme ça. Là, en l'occurrence, la technique, elle est connue, hein. C'est un truc qui est utilisé énormément pour non pas faire du patch de function call, mais du patch d'instruction. C'est utilisé pas mal dans le noyau Linux, en fait, ouais. Où tu arrives, selon la feature du processeur, par exemple, l'exemple bête, c'est sur certaines barrières, que quand tu es sur Intel ou sur AMD, tu n'as pas la même instruction. Ouais. Donc le truc, c'est que c'est un truc qui va être utilisé dans un spinlock ou ce genre de truc, puis de toute manière, c'est une barrière mémoire. Tu n'as pas vraiment envie de mettre un if autour pour savoir laquelle t'appelles. Donc en fait, ce qui est fait, c'est que tu arrives, tu claques une des versions, et ensuite, tu as l'alternative avec la deuxième version, et tu vas patcher au démarrage. Au démarrage du noyau, on patche tous ces trucs-là pour pouvoir avoir la bonne version de manière à peu près efficace. Voilà. Oui, il y a des cas où on peut pas, les lib dynamiques, c'est bien, mais vrai, on peut pas, voilà. Et du coup, si tu peux revenir en arrière aussi, je me rappelle plus, mais je vais m'en rappeler. Alors encore, c'était la partie d'avant, je crois, ou la partie encore avant. Ça, non, encore. C'est pas méchant. Ça, c'est la structure. Ouais. Non, plus loin, c'était la partie, voilà, encore avant. Non, c'était pas OpenGL. Non, ça, on s'en fout. Celui-là, je suppose. Ouais. Ça aussi, t'as un attribut pour ça, non? Ben, c'est les attributs. Non. Je veux dire un attribut dédié à faire constructeur. Ah oui, non mais là c'est un exemple avec constructeur, mais si je te mets je veux enregistrer des chargeurs de binaires pour tel truc, une fonction qui va, je sais pas moi, charger des images de différents types et j'aimerais qu'elle s'enregistre tout seul dans un truc, par exemple, bah c'est plus un constructeur que tu as besoin là. C'est peut-être l'exemple qui est plus mal choisi que le truc. T'en as d'autres? Okay. On peut continuer, hein. Ça me va. On discutera après si tu veux autrement. Okay. Bon, merci.